3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Gastaldi est avec nous, gérant Action Internationale chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Thierry Leclerc d'être avec nous également. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. Et Benoît Pelloual nous accompagne, directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Semaine de décision de politique monétaire au pluriel et jour de décision pour la Réserve fédérale américaine. Benoît, au regard des dernières données qu'on a eues en provenance du marché du travail, en provenance de l'inflation, au regard du niveau de taux directeur maintenu par la Réserve fédérale américaine depuis plusieurs mois, je veux dire, dans un monde normal, apaisé, on aurait pu dire que la Fed avait peut-être un peu de marge de manœuvre pour ajuster à la baisse sa politique monétaire à l'occasion de ce meeting. C'est sans compter les incertitudes devant nous qui sont encore à lever. Exactement. En fait, pour l'instant, la Fed ne peut pas véritablement agir, même si effectivement, on pourrait comprendre qu'elle puisse un peu desserrer sa politique monétaire. On voit que les données d'enquête commencent à se transmettre justement aux données réelles. On a eu les ventes au détail justement qui étaient décevantes. Donc on voit bien qu'il y a un comportement plus prudent du consommateur qui se profile. Mais compte tenu d'une incertitude assez importante, mais aussi des anticipations qui sont très incertaines en réalité, c'est très difficile de faire quoi que ce soit sur les taux dans ce contexte-là. Donc effectivement, comme l'intégralité du consensus, on n'attend pas de mouvement sur les taux ce soir. Le sujet, ce sera justement la trajectoire. En fait, pour l'instant, elle ne peut rien faire parce que effectivement, on n'est pas très loin de l'objectif, mais il y a cette incertitude de comment vont se répercuter ces barrières douanières qui sont quand même effectivement mises en place, même si on parle beaucoup de négociations, on les met beaucoup en scène, etc. On a un taux de barrières douanières effectif qui s'applique à l'économie, qui est loin d'être négligeable, et dont on sait qu'à un moment ou à un autre risque de produire effectivement des effets inflationnistes. Et donc c'est assez compliqué pour l'instant, face à cette incertitude, de se prononcer de façon un peu plus claire. Il y a aussi la dynamique du marché du travail. Quand on regarde et qu'on fait des modélisations sur le rythme de croissance des salaires, c'est encore trop tôt pour délivrer une baisse de taux. C'est encore compatible avec un niveau d'inflation fondamentalement un peu supérieur à l'objectif. Donc c'est un peu compliqué effectivement de bouger dans ce contexte-là. Et puis il y a les anticipations. Il ne faut pas l'oublier, les anticipations des ménages, notamment les anticipations à long terme. Quand on regarde l'étude Michigan, il y a un risque de désancrage des anticipations de l'inflation. C'est très important pour la Fed. Plusieurs membres se sont exprimés là-dessus. Ça porte une incertitude importante sur le scénario d'inflation, puisque on a un désancrage plus important dans les anticipations de long terme que ce qu'on a pu voir pendant le Covid. Bien sûr. C'est-à-dire que les ménages avaient probablement bien conscience que ce qui était à l'œuvre en raison de la pandémie allait probablement disparaître. Cette dimension un peu plus temporaire de l'inflation est perçue comme les ménages beaucoup moins évidente et risque justement de modifier leur comportement et donc ces anticipations de se traduire dans le scénario d'inflation qui est là devant nous. Donc c'est effectivement très difficile d'agir dans ce cadre-là. Là où effectivement on peut envoyer un signal, c'est la mise à jour des perspectives et notamment ce scénario des membres du FOMC. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir comment il va évoluer. Est-ce qu'il va marquer une préoccupation plus généralisée sur le cycle ou à l'inverse, une préoccupation plus importante sur le risque inflationniste avec des changements qui pourraient effectivement être perçus comme le marché comme étant problématiques. Mais on ne peut avoir à ce stade qu'une Fed qui soit forcément en réaction et non plus une Fed qui soit en prévention d'un risque. On l'a vu en septembre, la Fed avait été capable de délivrer une baisse de taux de 50 points de base sous forme un peu assurantielle. Là, on n'est plus du tout dans ce schéma-là. C'est très difficile. Elle a été d'ailleurs assez critiquée à l'époque, alors que ça pouvait parfaitement se justifier. Mais là, ça sera encore plus compliqué dans la mesure où elle donnerait en plus le sentiment de céder aux exigences d'un gouvernement, d'une administration qui fait énormément de pression, ce qui est un vrai sujet, qui est une vraie problématique. Il y a maintenant, en plus de cette problématique purement économique, la nécessité de gérer cette perception politique qui complique la tâche pour la Fed, effectivement. Sur les droits de douane, qui va avaler la pilule c'est comme ça que vous posez la question, Benoît, très directement. Non, mais c'est la bonne question. On n'a encore rien vu, ou très peu visiblement, dans les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire qu'on ne verra pas grand-chose au final, ou est-ce que c'est simplement une forme d'inertie là aussi? Et à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire de la séquence qui verrait un choc de prix nouveau aux États-Unis? Non, c'est vrai que pour l'instant, ça ne se matérialise pas vraiment dans les chiffres. Alors ça donne le sentiment que les entreprises font un peu le buffer avant de répercuter plus directement aux consommateurs. Ce qui nous pose problème, c'est qu'effectivement, il y a bien ces barrières douanières qui vont se transmettre, et c'est bien l'économie américaine qui va les supporter, en tout cas le consommateur américain. Le problème, c'est
qui va le partager entre le consommateur et les entreprises, les marges des entreprises. Et on a vu pendant la pandémie que grâce à un soutien étatique très prononcé, un stock d'épargne très important des ménages qui avait été constitué, on avait vu un phénomène où en fait cette inflation n'avait pas spécialement posé de problème, les ménages l'avaient absorbée finalement assez facilement, et donc les entreprises avaient bénéficié d'un pricing power très très important. On avait même ce thème de la greedflation, bien sûr. Il y a eu un effet d'aubaine où les entreprises ont un peu dopé leurs marges justement à cette occasion. Les passagers clandestins du pricing power, quoi. Exactement. Et donc, ça s'est plutôt bien passé de cette façon, c'est-à-dire assez finalement peu d'impact sur le cycle pour le consommateur, et puis finalement des marges très préservées. Et quand on regarde le poids des profits dans le PIB aux États-Unis, on est sur un plus haut qu'on n'a pas vu depuis les années 50. Cette fois, ça risque d'être un peu plus compliqué. On n'a plus le stock d'épargne aussi important dont bénéficient les ménages. On n'a plus un soutien étatique aussi prononcé. On commence à avoir une économie qui freine un petit peu et des comportements plus prudents. Et donc, les ménages ne vont pas accepter aussi facilement dans leur comportement un peu plus d'inflation. Et du côté des entreprises, effectivement, la tentation est forte de le répercuter en intégralité, mais on a une pression politique aussi très importante, avec des menaces directes à des groupes. Walmart, par exemple, là, dans la grande distribution, on a vu exactement. Et donc, les patrons convoqués. Et c'est pour ça que c'est un peu une problématique. On peut avoir un double effet assez négatif pour les sociétés et donc pour les marchés. C'est que on a un effet de top line négatif, c'est-à-dire qu'on a un consommateur qui se montre plus prudent, qui n'aime pas trop l'inflation cette fois-ci. Et puis des entreprises qui n'ont pas d'autre choix que d'en absorber une partie dans leur marge, donc une bottom line qui se dégrade aussi de son côté. Et donc cet effet-là, effectivement, il n'est pas véritablement pricé dans le marché. Encore une fois, quand on met en parallèle ce poids des profits dans l'économie et les niveaux d'indice, on est encore dans l'anomalie Covid, c'est-à-dire que compte tenu du rythme de l'économie, les entreprises sont capables de délivrer un niveau de profit très important. Donc attention, si on a un peu de déception de ce point de vue-là, cette anomalie pourrait se corriger. Le parallèle avec le Covid peut trouver ses limites du point de vue de... il semble très clairement moins évident. Des stratégies d'entreprise. D'un point de vue peut-être plus micro, Aymeric, qu'est-ce que vous dites justement sur ce fardeau des droits douaniers, la répartition de ce fardeau? On a eu toutes les publications du premier trimestre, bien sûr. Il y a eu l'expérience Covid et les stratégies d'entreprise qu'on a pu observer à ce moment-là. Comment est-ce que les choses peuvent se dérouler cette fois? Alors, sur ce fardeau des tarifs, c'est clair que celui qui va le supporter à la fin des fins, c'est le consommateur américain. Aujourd'hui, les entreprises américaines à qui on parle ont plutôt tendance à nous dire qu'elles vont répercuter la hausse de ces tarifs dans leur prix final. Alors, il y a différents éléments à cela. C'est qu'en fait, ce n'est pas non plus gratuit. C'est-à-dire que si elles augmentent leur prix pour préserver leur marge, c'est le nombre d'unités vendues, les volumes qui risquent d'être sous pression. Et si vous vendez moins, bien qu'optiquement votre marge elle puisse paraître étale, si vous vendez moins, vous avez moins d'amortissement et des coûts fixes, et au final, votre marge sera sous pression aussi. Donc en fait, c'est perdant-perdant un petit peu pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les révisions baissières des entreprises américaines ne le reflètent pas vraiment, ce risque. Je crois que c'était le point qui était sous-entendu par Benoît. Il y a eu une vague de baisse des attentes juste après Liberation Day, qui était une espèce de réaction instantanée qui était tout à fait justifiée. Et depuis, on est flat. Lors des chiffres du Q1, les entreprises ont communiqué des bons Q1, mais avec des perspectives assez floues. C'est-à-dire qu'en fait, la dichotomie qu'on voit côté macro, hard data, solide, soft data, enquête, mollassonne, très mollassonne. On a la même au niveau microéconomie, à savoir des Q1 qui sont très bons et des Q2, les perspectives qui sont assez floues. Et donc le marché n'a pas pour l'instant, à notre sens, en tout cas, parfaitement intégré le risque de pincement de marge pour les entreprises américaines. Ça peut se retrouver dès le deuxième trimestre. Là, Benoît parlait dans un premier temps, on joue un peu le tampon. Il y a des stocks aussi. On peut peut-être apurer certains stocks, mais ça peut arriver assez vite au cours plus tard dans l'année. Plus tard dans l'année. En fait, alors, d'un point de vue peut-être sporadique, mais pour le deuxième trimestre, on voit plutôt la configuration inverse des entreprises qui ont commencé à augmenter leurs coûts, mais qui n'ont pas vu encore la hausse, leur prix, excusez-moi, j'entends. Et qui n'ont pas encore vu la hausse des imports, des entrants. Exactement. Donc là, d'accord. Mais un effet marge très positif pour le coup aussi. Je comprends. On ne va pas s'y méprendre. Attention aux faux amis du deuxième trimestre. Sur cette charge des tarifs, qu'est-ce que vous en dites, Thierry? Et
Est-ce que ça peut être un point de fragilité pour le marché américain, notamment? On va parler quand même de ce premier semestre qui a vu pas mal de rebondissements, c'est le cas de le dire, de trous d'air et de rebonds puissants. Un marché américain qui est revenu à moins de 2% de ses sommets historiques et qui en valo se traite à peu près comme il pouvait se traiter en début d'année. Est-ce que c'est un point de fragilité là aujourd'hui? Alors, je vais compléter en fait ce qu'Émeric a expliqué sur le marché américain. Donc là, je vais faire plutôt du point de vue des sociétés européennes. Ouais. Enfin, j'essaye Ouais, de répondre à la bien sûr. question, mais en fait, c'est assez intéressant. On peut traquer les sociétés européennes qui sont fortement exposées aux tarifs, c'est-à-dire donc des sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires important aux États-Unis et dont les exportations vers les États-Unis sont importantes. important. Voilà, on parle de Qui ne ça. produisent pas là-bas, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est les sociétés, a priori, donc les candidats les plus flagués pour ces tarifs. Et en fait, donc quand on regarde l'évolution des attentes du consensus entre le début d'année et aujourd'hui, Ouais. on a une chute quand même très brutale. Alors, donc on parle Pour cet univers-là. Hein. voilà, on parle d'un panier de valeurs, européennes, il y en a une vingtaine. On était à moins 9%, donc déjà, il y avait eu l'élection de Trump, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose. Moins 9% au début d'année. Aujourd'hui, on est à moins 35%. Donc ça, c'est le travail qu'ont fait les analystes qui ont simplement pris les comptes de la boîte, qui ont vu qu'il y avait tant de chiffres d'affaires qui étaient réalisés et tant qui étaient envoyés depuis l'Europe. Donc le consensus, en tout cas, moi, de ce que je vois, de ce que je traque, là, par exemple, j'ai pris sur l'angle européen, parce que je trouvais qu'on avait des informations qui permettaient de compléter aussi ce qu'on peut lire directement, effectivement, sur le marché américain. Et donc ça, c'est pour ces sociétés-là. Donc c'est un secteur, ce panier de valeurs, effectivement, moins 10%, c'est le deuxième plus mauvais performeur quand on regarde on analyse le marché sur des... Donc ce risque, il est quand même pris en considération. Voilà. Le pire performeur, pour info, c'est les constructeurs automobiles. Mais bon, il y en a qui sont dans le panier en question, dont j'ai parlé, qui sont qui se font en quelque sorte prendre par les tarifs mis en place par Donald Trump et son administration. Pour les constructeurs automobiles, on est à moins 17% quand même de performance depuis le début de l'année. Et plus globalement, je continue sur le marché européen pour avoir vraiment la photographie la plus complète. On a quand même vu, là, pour le coup, aussi une vraie réaction des analystes. Alors, ça a été un peu plus que épidermique, puisque ça a duré en gros après, il faut qu'ils fassent leur boulot, que ça soit remonté dans les modèles. Mais en tout cas, ça a duré tout le mois d'avril. Pour avoir quelques chiffres en tête, on était à plus 1% pour l'Europe sur les résultats des sociétés européennes. Et là, on est à peu près moins 3%. Donc, il y a eu quand même un swing de 4% en un mois. Donc, ça c'est quand même des choses... c'est costaud. Donc, je résume. Les analystes, ils ont bien flagué les sociétés qui étaient exposées. Ils ont coupé les résultats. Et ça a bien eu un impact global sur les sociétés européennes. Voilà. Donc, en tout cas, le marché reste efficient. On le sait, ce qu'on dit à chaque fois. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais est-ce qu'on voit la même chose sur les entreprises américaines, du coup? Celles qui vont importer Alors, j'ai pas les données précises là-dessus. Plus globalement, donc après, c'est évidemment toujours très facile après coup. Mais en tout cas, pour les plus courageux, début avril, on a eu quand même, je pense, une belle fenêtre d'entrée pour les fameuses Magnificent Seven, notamment. Alors, il fallait se dire, est-ce que c'est la fin? Parce que vous savez, le marché, il marche par le cycle de leadership. Donc, évidemment, je vous apprends rien en disant que les Magnificent Seven, les 7 magnifiques, étaient le leader incontestable du cycle précédent. Et est-ce qu'on était toujours dans le même cycle? C'est une vraie question, on ne sait pas. On n'a pas la réponse. Donc, c'est toujours, a posteriori, c'est facile de dire. Mais en tout cas, pour ceux qui avaient la vision de se dire... quand à même, moins 30, ça se regarde. Voilà, est-ce que les Amazon, etc., est-ce que ça va à ce point-là secouer? Et à 22 fois, je ne peux pas ramasser des super sociétés, puisque c'est ce qui s'est payé, mais ça a duré quelques séances. Et aujourd'hui, on est revenu à 30 fois les résultats, qui est le rythme de croisière
qu'on a eu ces dernières années, enfin, voire c'est un peu au-dessus. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'était de rentrer et de sortir aujourd'hui de ces Max 7, Bah, ou est-ce alors- qu'on a l'idée que justement, Bah, on est toujours dans le même cycle? C'est une très bonne question. Nous, alors notre vision, j'ai pas forcément la réponse. Je pense que le cycle de leadership de cette thématique précise, donc des Magnificent Seven, en tout cas, ne s'arrête pas aujourd'hui. Ensuite, ça c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'il faut... La question que vous avez posée, c'était, OK, on a eu un très fort rebond en un mois et demi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et quand on regarde, pour le coup, la croissance qui est attendue sur les prochaines années, en fait, elle se normalise quand même. Ouais. Donc, j'ai mentionné le ratio de valorisation de 30 fois qui est aujourd'hui appliqué. Alors, c'est tout à fait acceptable de payer des sociétés à ce niveau-là si on a une très forte croissance. Et donc, on se projette sur les 2-3 prochaines années. C'est pas une prise de risque majeure et on sait qu'on va avoir une valorisation qui va se normaliser. Là, aujourd'hui, en fin 2027, on se paierait 25 fois. Donc là, ce phénomène de croissance, en gros, on a des croissances, ce qui est très bien, entre 10 et 15% sur 25, 26, 27. Alors évidemment, un sujet, ça se trouve, on se revoit dans 3 mois et puis tout est parti à volo sur le consensus des analystes. Mais en tout cas, la photographie aujourd'hui, et c'est vrai que pour vraiment donc aller au bout de la réponse, je pense que effectivement, les 7 magnifiques sont quand même moins intéressantes. Et c'est vrai que ça risque quand même un peu de faire caler le marché américain parce qu'il y a quand même... et en général, le marché, à nouveau, il marche par leadership. Quand un leader arrive un peu dans une zone un peu de ralentissement et qu'on cherche un peu ce qui va se passer sur la prochaine étape, eh bien là, oui, c'est des moments un peu de distribution, ce qu'on appelle dans le jargon de distribution sur les marchés, c'est-à-dire en gros qui ne fait pas grand-chose. À plat, quoi. Voilà. Après, ça peut baisser, hein, j'en sais rien, mais ça ne serait pas complètement illogique. Aymeric, qu'est-ce que vous dites de ce marché américain? Effectivement, maintenant qu'on a remis les compteurs à zéro, alors ça, c'est l'histoire du premier semestre. Spectaculaire quand même, on peut le rappeler, mais c'est vrai que au-delà du rebond puissant du marché américain après le choc de Liberation Day, c'est quasiment moins 20% quand même en ligne droite en quelques jours, on regarde aussi les performances du reste du monde, et sur 6 mois au moins, je mets même de côté l'effet baisse du dollar, on s'aperçoit quand même que dans l'ordre, les marchés qui ont mieux fait, c'est plutôt les émergents, ensuite l'Europe, et puis à la fin les États-Unis. Oui, alors c'est vrai que nous, ce rebond du marché américain depuis 1 mois et demi, 2 mois maintenant, on est assez perplexe. Alors la baisse avait été sûrement trop violente post-Liberation Day. Ce qu'on constate, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé derrière ce rebond, les forces en action, ça a moins été des développements fondamentaux que des développements techniques, avec une très très forte participation du retail. Essentiellement, en fait, c'est un rebond qui a été assez peu acheté par les acheteurs, par les investisseurs institutionnels, et toujours une dynamique qui marche maintenant depuis 1 an, 6-7 mois, celle des buybacks. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aux US, il y a une accélération des rachats de titres par les entreprises, en hausse de 15% year-on-year. C'est des montants très importants. Et en face, il n'y a pas d'activité d'émission de nouveaux titres. Il y a très peu d'IPO, il y a très peu d'augmentation de capital. Du coup, il y a un effet... Une offre qui se réduit. Absolument. Et donc ça, c'est un vent porteur très fort, technique. Alors, c'est toujours moins agréable de suivre un mouvement technique qu'un mouvement fondamental. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles nous, on est assez perplexe sur le rebond. On est revenu sur les plus hauts, on est à 2-3% du record sur le S&P. On sait que devant nous, il y a une macroéconomie qui devrait décélérer, sans forcément basculer en récession, mais la dérivée seconde est quand même plutôt négative. Après, en face de ça, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a des développements incrémentaux positifs qui peuvent se réaliser, notamment côté dérégulation, déréglementation voulue par Trump. Peut-être une baisse des taux de la Fed, mais bon... ultérieurement. Et elle devient en fait de moins en moins probable, puisqu'on voit qu'il y aura un bump d'inflation début de 26. Du coup, c'est difficile pour la Fed de baisser beaucoup ses taux en amont de ce qui est attendu comme étant une hausse de l'inflation. Et surtout, nous, notre grand sujet, c'est la valorisation du marché, qui est très exigeante. Or, ce n'est pas du tout un driver à court terme. Non. C'est-à-dire qu'on peut parler pendant très longtemps du fait que le marché américain est très cher, voire trop cher. Il n'y a plus de prime de risque, en fait, sur le marché américain. Vous payez 22 fois les bénéfices. Ça veut dire qu'en gros, le earnings yield, c'est moins de 5%. C'est globalement en ligne avec le marché obligataire.
Donc, quand le risque n'est pas rémunéré, quelque chose nous dit qu'il ne faut pas le prendre, ce risque. Ouais, bien sûr. Et on est exactement à ce niveau-là. Et pour retrouver des niveaux de cherté oscillés, il faut remonter à des années critiques. C'est 2000, c'est On ne 87. peut pas rajouter aujourd'hui d'actions US dans les portefeuilles. En poids, c'est trop compliqué. Ça nous paraît difficile. On n'est pas vendeur pour autant, mais effectivement, c'est difficile d'ajouter du risque equity US aujourd'hui. Bon. Et ce constat sur le marché américain que beaucoup d'entre vous fait aujourd'hui, Émeric, c'est ce qui amène à considérer le reste du monde comme étant une ou des zones attractives, de plus en plus attractives. C'est encore une fois, je le répète tous les jours quasiment, c'est toujours un concours de beauté permanent, le marché. Alors c'est vrai, mais avant même d'aller sur l'Europe ou sur les pays émergents, dans le marché américain, il y a des poches de valeurs intéressantes. Les mid-caps sont très très en retard. Sortir des Mag 7, c'est ça l'idée. Alors le problème des Mag 7, c'est que la réallocation, elle peut se faire aussi au sein du marché américain. En fait, comme disait Thierry, pour certaines d'entre elles, il y a des perspectives de croissance très visibles et très fortes. Je pense notamment à Microsoft, qui peuvent difficilement être challengées, d'autres pour lesquelles c'est moins le cas. Mais quand on sort de cet univers-là, on trouve des dossiers, notamment dans les mid-cap, qui sont très intéressants. Il faut savoir que sur l'indice du Russell 2000, donc des mid-cap américaines, on a eu 2 ans, voire 3 ans de récession des earnings. Et aujourd'hui, on est sur une sous-performance de l'indice de quasiment 30% en 2 ans. C'est monumental par rapport à S&P. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de risque de survalorisation. Il y a d'autres risques, des risques financiers, de bilan, etc. Mais il y a beaucoup moins de risques de multiples. Et nous sommes convaincus qu'il y a de la valeur dedans, notamment si vous croyez dans l'intelligence artificielle générative. Les gains de productivité, c'est aussi ces entreprises-là qui les captureront in fine. Donc l'Europe, oui, complètement, notamment à court moyen terme, pour des phénomènes de réallocation, de positionnement qui étaient trop tendus d'un sens, et donc du coup de rattrapage, on y croit. Mais je vous le dis, pas besoin de sortir des US pour autant. Il y a des poches. La logique de rattrapage, elle se trouve aussi dans le marché américain, potentiellement à travers des tailles d'entreprises un peu différentes. Ça fait un moment qu'on parle de ce premier semestre, en l'occurrence, qui est en passe de se conclure. Benoît, je posais la question sous forme un peu provocatrice, mais est-ce que ce qu'on a vu, cette surperformance du reste du monde par rapport aux États-Unis, est-ce que c'est une anomalie ? Regard, je sais pas, de la décennie passée, ça semble être peut-être une anomalie, ou est-ce que c'est quelque chose de plus fondamental qui est en train de changer ? C'est la correction d'une forme d'excès. Je rejoins très largement ce qu'évoquait Émeric. On a eu un rebond spectaculaire aux États-Unis. Très rapidement, on est revenu dans les zones de l'exceptionnalisme américain qui confine à de l'exubérance en réalité. Mais c'est vrai qu'en relatif, c'est pour ça que nous raisonnons excessivement en relatif dans cette période-là, parce que c'est vrai que fondamentalement, on a du mal à trouver des couples rendement-risque intéressants. C'est plus en relatif où on arrive à les faire. Et on a une performance tout aussi spectaculaire, une surperformance de l'Europe, quand on regarde le mouvement. Maintenant, quand on compare les valorisations, une nouvelle fois, je rejoins le propos, mais c'est que compte tenu des niveaux de taux d'intérêt, de primes de risque, d'anticipation de profit, en Europe, on valorise déjà, enfin les marchés valorisent une croissance qui est relativement modeste. Ce qui est cohérent avec ce qu'on voit venir aux États-Unis, autour de 6 000 points sur la S&P 500, on ne valorise pas une croissance qui va freiner, ce qui est quand même le scénario qui est le plus probable, mais une croissance qui va rester à ce niveau, voire qui peut même réaccélérer quand on dépasse les 6 000 points. Donc c'est effectivement... cela dit, on ne croit pas non plus à cette perte de confiance des actifs américains. Pour nous, c'est vraiment un effort de diversification, de réallocation. Il existe maintenant dans le monde des alternatives assez crédibles qui sont exploitées par les investisseurs. Maintenant, sur le court terme, cette surperformance de l'Europe, même si on continue d'y croire, etc., elle peut un peu s'essouffler quand même de façon un peu transitoire, parce que quand on regarde la dynamique en glissement annuel de ces performances entre l'Europe et les États-Unis, on s'aperçoit que lorsqu'on la met en parallèle avec la dynamique de profit relative, les marchés semblent attendre une dégradation assez nette des profits des États-Unis en relatif à l'Europe. Ce qui est assez cohérent avec le fait que les entreprises américaines seraient plus victimes des barrières douanières, etc. Sauf que le marché attend quand même quelque chose d'assez significatif. Il ne faut pas oublier que quand ça se passe comme ça, il y a de l'aversion au risque, et malgré tout, les actifs américains sont quand même soutenus par des mouvements d'aversion au risque. Donc, et cette capacité à protéger les profits aux États-Unis, même si on peut les réviser en baisse, le marché en attend peut-être un petit peu trop. Et le deuxième élément, c'est qu'on a aussi perdu un peu de la dynamique de politique monétaire relative. En Europe, on a fait un soft landing réussi. Bah oui, bout du cycle, mais parce qu'on a fait un soft landing réussi. C'est-à-dire qu'on a réussi à ramener l'inflation à l'objectif. Pas de récession quand on prend la zone euro dans son ensemble. On était très limite, mais c'est cohérent avec un resserrement monétaire. Et le chômage reste contenu, proche de ses plus bas. Et donc, logiquement, on a une banque centrale qui prépare le marché à la fin de son assouplissement monétaire
Aux États-Unis, on l'évoquait, pour l'instant, elle ne peut rien faire, mais il y a un potentiel très important d'assouplissement Ça, c'est la monétaire. perte d'un qui peut venir. moteur, ça. Voilà. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans la dynamique relative, les marchés semblent attendre beaucoup de la dégradation relative des profits des US par rapport à l'Europe, et qu'on a moins cette dynamique. Et puis en plus, en termes de momentum, on a un peu moins de news flow sur ces bonnes nouvelles fondamentales sur les dépenses de défense, etc. Maintenant, il y a un débat pour savoir quel est le multiplicateur, comment ça va l'impacter. On rentre dans le temps long. Hein. Donc voilà, donc c'est ça. Nous, Ouais. en fait, on croit encore effectivement à l'effet de rattrapage fondamental, les valorisations de l'Europe par rapport aux US. Il y a encore la place, mais là, on n'en attend pas énormément en termes de momentum sur le court terme. C'est pas si évident que ça. Ouais. Sur le cas de l'Europe, Thierry, qu'est-ce que vous dites chez AlphaJet Fair Investors? Il y a quand même des leaders en Europe. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut espérer, parce que je crois que ça fait 2 années révolues qu'on n'a plus de croissance bénéficiaire quand même en Europe. Donc Oui. la hausse se fait plutôt par de l'expansion de Tout multiples. à fait, c'est correct. Est-ce qu'on peut avoir une poursuite de la hausse des actions européennes? Et est-ce que ça peut se faire avec quand même un peu de dynamique bénéficiaire? Ce qui serait quand même Oui, plutôt agréable. oui et non. Oui et Ouais. non. Enfin, je vais donner aussi, j'aime bien Après, donner l'expansion de multiples peut continuer. Hein. Oui, mais vous avez raison. J'aime bien aussi donner des exemples concrets. Donc, la défense, hein, évidemment, là-dessus, je n'apprends rien à personne. Donc, ça a quand même plus que doublé depuis Oui. le début de l'année. Oui. Quand on C'est regarde... petit, la défense. Hein. Oui, C'est petit. c'est petit, mais en fait, mon point, c'est de dire que là, aujourd'hui, on Oui. attend des taux de croissance normalisés sur les prochaines années autour de 20%. D'accord. Alors qu'on était entre plus 5 et plus 7 pendant... Ah oui, c'est un pendant nouveau très- monde pour ce C'est un nouveau monde. Ok, Complètement. donc qu'est-ce qui s'est passé? Les investisseurs ont identifié cette nouvelle thématique. Et là, aujourd'hui, quelle est la photographie à aujourd'hui? On a une valorisation du secteur de la défense ou sous-secteur, à nouveau, toujours, Ouais. je raisonne en panier, on est à 35 fois les résultats. Au 1er janvier de 2025, Ouais. pardon, il faut préciser évidemment, 35 fois les résultats de 2025. Au 1er janvier, on était à 17,5. Donc on a fait x2 sur l'expansion des multiples de valorisation de la défense pour une croissance qui s'est renforcée au fur et à mesure des mois, ok. Mais c'est vrai que donc en fait c'est vrai C'est quoi? C'est un effet rareté? C'est qu'il n'y a pas assez de valeur il y pour a la un effet- demande? il y a un effet- de- il y a un vrai effet rareté, il y a une vraie recherche des poches de croissance en Europe. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça interpelle quand même, parce que 35 fois, ce que je disais tout à l'heure, hein, C'est les Max Seven, quoi. voilà, on n'a pas de problème à acheter des sociétés en très forte croissance. On sait on ne les paiera jamais. Un appartement sur les Champs-Élysées, vous le paierez jamais. Non, mais Donc, ok. Là, il se trouve qu'il y avait un quartier qui n'était pas forcément et qui devient super quartier. Voilà, donc ça. les prix augmentent très fortement. Oh, le parallèle. Et aujourd'hui, c'est vrai que le quartier qui se gentrifie, quoi, c'est ça. Exactement. C'est ça. Ça arrive aussi. Les investisseurs légers arrivent. Sauf qu'en bourse, c'est en quelques semaines. C'est ça qui est bon. Bien sûr. Et donc c'est pour ça, quand on regarde, mon propos, c'est de dire, quand on regarde dans le détail des sous-thématiques, etc., ce qui se passe, c'est vrai que, en tout cas, on n'a pas forcément une multitude de poches De choix où on possibles. se dit, tiens, voilà, en début d'année, alors on n'avait pas de boule de cristal plus que les autres, mais bon, on sentait qu'il y avait une dynamique qui se mettait en place, c'était pas trop cher, qu'on pouvait effectivement avoir encore un peu d'éléments positifs. Donc, on était investi assez fortement sur le secteur de la défense. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que tout clignote vert. À la minute, la photographie, c'est très vert, mais c'est peut-être le moment de commencer à se poser des questions. Et aussi, pour continuer sur cette granularité sur le marché, le deuxième performeur en Europe, c'est donc Financière? Non. Oui, alors il y a les banques italiennes, mais on peut en parler, mais là c'est plus pour faire un focus intéressant aussi, donc pour comprendre le marché, sur c'est les sociétés qui sont exposées à la relance fiscale allemande. Ah, d'accord. Voilà, donc Très il a bien. pris 30% depuis le début de l'année. Bien sûr. Et donc avec des révisions très nettement positives, on était à plus 10, aujourd'hui on est à plus 17 sur ce panier de sociétés. Donc voilà, donc il y a des poches qui apparaissent par-ci, par-là. Il faut être à l'affût de ce qui se passe, évidemment, de la macro, des élections en Allemagne, puisque c'est ça qui a déclenché ce mouvement-là. Et on peut trouver, mais c'est vrai que c'est l'efficience des marchés dont on parle
émission après Ah ouais, émission, bien sûr. quand une thématique arrive, que ça se met en place, il ne faut pas trop traîner, quoi. Ça va même de plus en plus vite. Enfin, je parle sous votre contrôle. Vous avez beaucoup plus d'expérience de ce point de vue-là que moi. Mais oui, tout va beaucoup plus vite. Le marché va beaucoup plus vite à la fin de l'histoire dès qu'un élément nouveau arrive dans le scénario, hein. Là où on passait peut-être plusieurs jours ou quelques semaines à réajuster les objectifs, Ouais. etc., là, ça peut se faire en quelques heures, quelques jours, quoi. Tant que, enfin, je reviens, pardon, sur Ah ouais. la défense. On a vu que c'était quand même une thématique qui s'est déroulée C'est pendant, construite. puisque Ok. bon, malheureusement, il y a eu la guerre en Ukraine. Oui, Enfin, oui, oui. et donc, enfin, on en a parlé émission après émission, et c'est vrai que presque, enfin, plus de 3 ans plus tard, ça reste une thématique. Alors, on a changé, mais c'est vrai qu'on pouvait se dire, bon, tiens, il y a la guerre aux frontières. Peut-être qu'à un moment, avec peut-être potentiellement Trump qui a dit que c'était insupportable qu'il paye la défense de l'Europe. Bon, on pouvait mettre tout ça dans le shaker et se dire il y a un très beau cas d'investissement. Bon, et ça s'est déroulé, Ouais. et on a un secteur qui fait x2 cette année. Donc ça peut être quand même dans des déroulements longs. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas traîner, il faut être réactif. Et parfois aussi, il faut savoir prendre des profits quand ça s'impose. Bon. Et puis dans l'univers des actions monde, qui est votre univers aussi, Émeric, il y a la place des émergents. On en a beaucoup parlé hier avec une investisseur spécialiste, notamment de la zone Asie. Elle est très convaincue, allez réécouter l'émission, c'est plus qu'une conviction, elle a 45% d'Asie dans son fonds, mais l'autre constat qu'elle dresse, c'est que, alors c'est peut-être une bonne nouvelle pour elle, en l'occurrence, c'est que pour l'instant, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Alors, c'est les points de Elle le vue déplore, émergents. hein, bien Oui, sûr. mais c'est vrai que des régions comme la Chine sont encore aujourd'hui considérées comme quasiment ininvestissables. La perception intouchables. du risque n'a pas changé. Ça change, mais très marginalement. Il y a eu un traumatisme qui s'est créé sur la Chine. Il n'y a pas si longtemps, tous collectivement, on a fait la même erreur, à savoir qu'en fait, la Chine convergerait vers les standards occidentaux, les standards économiques, culturels et surtout politiques. Bon, évidemment, on a fait une fausse route totale et je pense on est nombreux à l'avoir faite. Le cycle de resserrement réglementaire voulu par Xi également nous a pris de court. Et c'est vrai qu'il y a une défiance monumentale qui s'est installée vis-à-vis de la Chine. À cela se sont ajoutées les discussions tarifaires. On avait aussi beaucoup de sujets sur le respect de la propriété intellectuelle, etc. Bref, le fait est que la zone est devenue ininvestissable en perception, que c'est quelque chose qui a beaucoup de temps à changer. Alors, il y a des raisons de s'enthousiasmer. Il y a des choses qui se passent. Il y a une volonté politique depuis le fin troisième trimestre 2024, début quatrième trimestre, d'accélérer le nettoyage du marché immobilier. Mais en fait, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, la profondeur de la surcapacité est juste monumentale. Ça peut prendre des années, hein. Ça va prendre des années. Ça prendra des années. C'est ça. Et récemment, on parlait avec Assa Abloy, vous savez, l'entreprise qui fait des systèmes de verrouillage de portes, qui est très présent en Chine. Il disait, en fait, on n'en attend rien avant au moins 2 ou 3 ans. Pour vous dire la profondeur du problème. Et ça crée des problèmes monumentaux en termes de solvabilité des banques, en termes de solvabilité des ménages, parce que les ménages sont endettés pour acheter des appartements qui sont vides, enfin, donc la consommation à tonnes, etc., etc. Donc, il y a un sujet qui est énorme. Maintenant, c'est vrai qu'à la marge, on voit, donc il y a ces pistes, enfin, ces plans de relance qui sont pour l'instant trop peu ambitieux, mais ils ont le mérite d'exister. Il y a le fait que sur la partie, disons, informelle, on voit un assouplissement de la posture de Xi, notamment à l'égard de Jack Ma. On voit que récemment, ils ont autorisé des politiques un petit peu plus pro-actionnaires, avec des retours de cash autorisés, ce qui il y a 2-3 ans aurait été inimaginable. On essaye de se montrer sous un nouveau jour, quand même. Oui, mais la marche est très haute. Si vous avez un horizon de temps à plus de 5 ans, aller construire les positions aujourd'hui sur le marché chinois ou le marché indien me paraît très raisonnable. Maintenant, oui, sur la Chine spécifiquement, la marche est encore très haute. Ne vous attendez pas à un changement de perception du tout autour rapidement. On continuera d'en parler demain, mais avec le regard de gérant obligataire sur les émergents. Je dis ça sous forme de teasing, mais la question qu'on se pose, c'est cette perception du risque émergent. Pourtant, beaucoup de choses ont changé dans la sphère émergente au cours des dernières années, du dernier cycle, même des 20-25 dernières années. Les entreprises sont quand même bien gérées dans cet univers d'investissement. Non, mais globalement, peut-être mieux que les États, d'ailleurs.
la zone émergente, alors on appelle ça le Sud global, mais s'organise entre elles également et tout ça quand même construit une forme de résilience également au moment de la guerre commerciale de Donald Trump. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de risque, il y en a toujours, mais le risque est peut-être pas le même et pas de même ampleur que ce qui pouvait être il y a quelques années encore en arrière. Non, Benoît ? Tout à fait, dans la mesure, et d'ailleurs ça se voit, hein, effectivement, et Je rappelle pourquoi on en parle, c'est juste que les actions émergentes sont en tête des performances du premier semestre. Exactement, et ça tient lieu à des évolutions fondamentales propres aux émergents, etc. Mais encore une fois, ou en relatif, où on dégrade la perception des États-Unis, Oui. où on a justement Oui. une tendance à se comporter J'entends. comme dans les émergents, en critiquant sa banque centrale, en exigeant des baisses de taux. Enfin voilà, donc le relatif plaide pour ça. Mais c'est vrai que c'est très difficile en termes de perception d'embarquer Les le choses monde évoluent. sur ce thème, spécifiquement sur la Chine, pour la question politique. Mais, c'est là où c'est frappant, parce que c'est précisément là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que c'est assez délaissé en termes de perception, ça soulève pas mal de réticences, alors qu'on voit effectivement des choses positives se développer. Si on regarde la Chine, peu importe comment on juge le plan de soutien, etc., c'est probablement vrai, c'est probablement insuffisant, mais il commence à produire des effets. Les ventes au détail s'améliorent, et c'est justement ce qu'on a envie de voir. C'est-à-dire qu'on est dans une économie qui doit faire un effort de deleveraging important lié à la problématique immobilière, etc. Donc on n'en attend pas forcément grand-chose, et ça s'inscrit dans le temps long, avec une démographie qui est très défavorable. Mais et l'enseignement du Japon depuis les années 90 nous l'a enseigné. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une longue ligne droite de baisse. Entre-temps, il y a des mouvements qui vont être intéressants à capter. C'est peut-être ce qui se profile là avec les récents développements, parce que c'est précisément ça qui pose problème. C'est-à-dire que les plans de relance successifs ne produisaient pas véritablement d'effet pour le consommateur chinois, qui est vraiment la chose qui nous intéresse. Là, ça semble commencer à être le cas. Donc là, on peut avoir un développement un peu plus intéressant, mais le plus difficile, c'est effectivement de convaincre, de changer un peu cette perception, ou en tout cas de dire, ben voilà, c'est justement parce que ça va mal qu'on commence à envisager que ça peut aller mieux. C'est là où il faut effectivement, et si on attend que tout va bien, ce sera dans les cours et on n'aura pas grand-chose à faire. Sur le front de la guerre commerciale, la Chine a une capacité de résistance, d'encaisser effectivement ce qui sera quand même malgré tout un choc pour elle, j'imagine, mais elle y réfléchit depuis longtemps. C'est ça, elle y est préparée, c'est effectivement un choc important. Maintenant, encore une fois, on est dans une phase de négociation. Je pense qu'entre les annonces et le roller coaster Trump, finalement, on va atterrir pour à peu près comme tout le monde à 10% de tarifs, et ils s'en accommoderont, parce que c'est ce qu'on voit, ce qui est en train de se profiler. En réalité, le seul vrai accord qui a été signé, c'est avec son partenaire historique, le Royaume-Uni. Oui, encore vrai accord, vous êtes gentil. Voilà, c'est bien mis en On scène. m'a dit, un économiste m'a dit hier, parce qu'il a regardé l'accord que je n'ai pas regardé, mais il dit c'est valable au mieux 6 mois. C'est ça. Ça ne passe pas au Congrès. C'est pas du tout un. Et c'est entretenu. Libre-échange. Ça fait à peu près 3 fois qu'il signe. D'accord. Oui, c'est ça. Quand on regarde ce qu'il y a dedans, au final, le seul truc vraiment intéressant, donc ouais, il y a des biens exemptés, etc. Mais au final, pour un partenaire historiquement proche des États-Unis, pour lequel il n'y a quasiment pas de déficit, ils prennent quand même 10%. Ouais. Donc, et ce qui est un triplement pour les biens qui les concernent. Donc, en fait, ça va être à peu près le tarif pour tout le monde. C'est à peu près ça le scénario. Si c'est ça vis-à-vis de la Chine, c'est pas forcément très grave. Ouais. Bon, avec un système de pays tiers également, beaucoup du commerce chinois. Alors, c'est sûr, quand on regarde directement Chine et États-Unis, le commerce s'est effondré. Mais quand on regarde les pays tiers, les routes parallèles, Mexique ou par l'Asie également, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui passent encore. Et c'est ce qui s'était passé lors de son premier mandat. Ouais. C'est-à-dire qu'on réorganise, ça prend un peu de temps, ça secoue un petit peu, mais c'est effectivement ce qui se produit. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir avec nous en plateau. Benoît Pelloal, le directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Thierry Leclerc, président et cofondateur d'Alpha Jet Fair Investors. Et Émeric Gastaldi, gérant Action Internationale chez Edmond Rothschild Asset Management.